13h40, le délai de grâce est passé. Je vais donc ouvrir cette séance, dont je rappelle qu'elle est retransmise sur le site de l'Assemblée nationale et que cette audition est publique. Je remercie d'abord les représentants de la presse qui sont présents. Alors, messieurs les intervenants, il est derrière vous, le représentant de la presse, donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais il est bien là. Ainsi que mes collègues présents, le rapporteur est en route. Donc, j'en dans quelques minutes. Nous avons cet après-midi pour une table ronde invité un certain nombre de spécialistes de toutes les questions qui touchent aux ressources de Daesh en termes de matières premières, de contrebande et diverses filières d'approvisionnement. Je vais les inviter à prendre la parole dans le sens qui suit. En même temps, je vous les présente. Monsieur Jean-Charles Brizard, du Centre d'analyse du terrorisme, qui nous parlera certainement, mais il peut nous parler de beaucoup d'autres choses que ça, qui nous présentera de manière transversale les ressources de Daesh et l'utilisation des matières premières des différents trafics. J'ajoute que M. Brizard publiera dans quelques jours une mise à jour de son ouvrage intitulé Islamic State, The Economy-Based Terrorist Funding, et qui nous donnera certainement aussi une certaine forme de primeur du résultat de ses travaux. Nous recevons la langue officielle de l'Assemblée nationale est le français, M. Fromion. Oui, il va aussi parler en français, sinon il n'y a pas d'audition, M. Fromion. Vous connaissez assez cette maison pour le savoir, et vous êtes attaché comme moi, je crois. À l'ouvrage lui-même, oui, celle-là, je n'avais que la traduction en espagnol, donc c'est pour ça que Monsieur Francis Perrin est également là, président de stratégie et politique énergétique. Il nous parlera des ressources énergétiques de Daesh et des opérations de contrebande qui sont associées à ces ressources. Monsieur Francis Duzeux, président de l'Union française des industries pétrolières, qui nous dira comment les industries françaises du pétrole s'assurent, nous l'espérons en tout cas, mais nous vous entendrons avec plaisir, Monsieur le Président, de la traçabilité de l'ensemble des ressources pétrolières de Daesh, dont on dit qu'elles sont à la fois de pas très bonne qualité, qu'elles accèdent difficilement au marché et qu'elles sont en baisse sur le plan quantitatif. Peut-être vous nous confirmerez tout ça, avec tous les détails nécessaires. Et M. Abyss, qui est chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et qui travaille sur les matières premières agricoles, en particulier sur le blé, dont on parle assez peu. En tout cas, nous avons assez peu souvent évoqué dans nos travaux jusqu'ici cette ressource, qui est également une ressource dont dispose Daesh. Messieurs, la mission, comme vous le savez certainement, est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête au sens de l'ordonnance de 1958, ce qui va me conduire, avant que chacun d'entre vous prenne la parole, à vous demander de prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Monsieur Brizard, je commence par vous. Je vous remercie de bien vouloir prêter serment. Et je vous donne la parole pour 8-10 minutes d'intervention par intervenant, si vous voulez bien. Nous vous écouterons les uns après les autres. Ensuite, mes chers collègues, le vote sera certainement appelé dans les salons de l'Assemblée nationale sur le coup de 17h30. Je propose de faire pousser nos travaux jusqu'à 17h45, 17h50, afin de laisser très tranquillement chacun et chacune d'entre vous aller voter sans contrainte particulière. Voilà, Monsieur Brizard, vous avez la parole. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, oui. Je voulais décrire donc rapidement, bien sûr, le modèle économique de Daesh, de l'État islamique, rapidement également les principales ressources de l'organisation, et puis enfin terminer sur les moyens de lutter contre cette forme de financement. Je voudrais d'abord rectifier une chose, c'est que ce n'est pas un ouvrage, mais c'est un rapport qui va être mis à jour, et il le sera, et vous aurez bien sûr la mission d'information aura la primauté de cette mise à jour. Et oui, nécessairement en français, bien évidemment, pour vous. Oui, tout à fait. Je vous en prie. L'un des auteurs. La puissance financière est l'un des principaux traits caractéristiques de l'État islamique. Et son modèle économique est inédit pour une organisation terroriste à plusieurs égards. Et je voudrais présenter 3 spécificités de ce financement. Premièrement, il s'appuie sur un contrôle territorial.
Dans un document stratégique interne à l'organisation, l'un des fondateurs de l'État islamique écrivait « L'État ne peut se maintenir sans l'existence de la terre et les richesses de la terre sont la composante et la source de financement principal pour toutes les opérations intérieures et extérieures du groupe. » C'est donc l'assise territoriale qui procure à l'État islamique l'essentiel de ses ressources et lui confère cette autosuffisance sur le plan financier. Et ce, depuis 2005. Depuis 2005, on sait que l'insurrection irakienne s'est dotée d'une autonomie financière, notamment dans la province d'Al-Anbar. Il s'agit donc d'un changement radical de modèle économique, bien entendu, comparativement à ce qui était le cas, par exemple, pour Al-Qaïda auparavant, qui dépendait essentiellement de financements extérieurs. Ce territoire représente aujourd'hui 70 000 km² en Syrie et en Irak environ, pour à peu près 8 millions d'habitants, un peu moins. Ce territoire, vous le savez sans doute, s'est réduit d'à peu près 25% depuis janvier 2015 à la faveur de l'action de la coalition internationale, réduisant mécaniquement son accès aux ressources. Pour autant, les frappes de la coalition et au-delà l'action plus généralement de la communauté internationale n'ont pas permis de réduire de manière significative les revenus de l'État islamique, ni sa capacité à effectuer des transactions. Cela s'explique par une deuxième spécificité de l'État islamique, c'est celle de l'accès à des sources de financement diversifiées et multiples, s'appuyant non seulement sur l'exploitation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, phosphate, agriculture, eau, mais également sur des revenus d'origine criminelle. L'extorsion, des impôts et des taxes de toute nature, des redevances, des confiscations, des rançons de prise d'otages, et également du commerce illicite, en particulier le trafic d'antiquités. On peut estimer qu'en 2015, les ressources naturelles ont généré 60% des revenus de l'État islamique, contre 38% pour les ressources criminelles. En 2014, les ressources naturelles représentaient l'essentiel à l'époque des sources de financement, avec plus de 80% de revenus générés par l'État islamique. Enfin, la troisième spécificité du modèle économique de l'État islamique réside dans sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2015, afin de compenser la baisse des revenus pétroliers, l'État islamique a adapté d'abord ses capacités de production et de distribution pétrolière, et ensuite réduit des dépenses, puis il a ensuite accru une autre source de revenus en généralisant l'extorsion, utilisant ainsi la population en quelque sorte, population sous son contrôle, comme une variable d'ajustement. L'État islamique, vous le savez également, a étendu son emprise territoriale sur une partie de la Libye, pour tenter d'accroître son périmètre de ressources. L'ancien émir de la province libyenne de l'État islamique, aujourd'hui décédé, constatait à l'époque, en 2014, que la Libye possède d'immenses ressources inépuisables, à commencer par le pétrole et le gaz, bien évidemment. Donc l'afflux de combattants de l'État islamique vers la Libye s'est fortement développé, encouragé par les appels réguliers de ses dirigeants. L'État islamique contrôle aujourd'hui non seulement la ville de Sirte, où plusieurs banques ont déjà été pillées et l'extorsion a été amorcée, contrôle également une bande de littoral d'à peu près d'un peu plus de 200 km à l'ouest et à l'est de la ville. Son expansion est encore freinée du fait du faible nombre de combattants qui sont présents sur place et du rejet d'une partie de la population qui voit ce groupe comme un élément étranger. Les ressources financières de l'État islamique, rapidement, selon nos estimations, le revenu annuel de l'État islamique s'établit aujourd'hui à un peu plus de 2 milliards de dollars annuels, et sa richesse théorique, c'est-à-dire la valorisation de l'ensemble des actifs sous son contrôle, y compris les réserves prouvées de pétrole, de gaz naturel, etc., représenterait à peu près 2 000 milliards de dollars. Alors, il y a le pétrole d'abord. L'État islamique exerce actuellement son contrôle sur une quinzaine de champs pétroliers en Syrie et une dizaine en Irak. La seule province syrienne de Deir ez-Zor représente 2/3 des revenus pétroliers de l'État islamique. Pour l'année 2015, nous estimons la production moyenne par jour de l'État islamique à 40 000 barils, pour un revenu annuel d'environ 600 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars en 2014. D'après des sources locales convergentes, les transactions s'effectuent à un prix variant entre 25 et 45 dollars le baril, en fonction notamment de la qualité du pétrole, la densité du pétrole. Les prix de vente sont peu impactés dans cette zone par la fluctuation du cours mondial, du fait du monopole de vente exercé sur un marché captif,
notamment dans les zones de guerre du sud et de l'est de la Syrie. La chute des revenus pétroliers s'explique par les frappes aériennes de la coalition et celles des Russes, et la désorganisation qu'elles engendrent au niveau de la vente et de l'acheminement du pétrole. Plus récemment, c'est la raison pour laquelle des frappes commencent à viser des infrastructures d'extraction, pas les puits eux-mêmes, mais des infrastructures d'extraction. À ces effets vient s'ajouter un frein technologique qui accentuera vraisemblablement ce manque à gagner. C'est la difficulté pour l'État islamique à renouveler les installations vieillissantes et à recruter des techniciens qualifiés. Où et comment se vend le pétrole? L'essentiel, le premier débouché commercial de l'État islamique, c'est le marché local, sur lequel l'organisation jouit d'une situation de monopole, notamment les territoires contrôlés par les rebelles, au nord de la Syrie, une partie des territoires de l'Est des milices kurdes syriennes, et au sein même de sa zone de contrôle. On constate donc une interdépendance. Les uns sur les marchés captifs des zones de guerre sont contraints d'acheter le pétrole de l'EI, lui-même forcé de vendre à ses propres ennemis. Les importantes raffineries ayant été abandonnées par l'EI dès les premières frappes aériennes et les bombardements contre les tankers s'étant intensifiés, il vend l'essentiel de son brut à des commerçants indépendants sur les champs de pétrole même, afin de ne pas assumer le risque d'acheminement. Ces commerçants ont alors le choix soit d'écouler le brut localement, où le raffinage est artisanal, ou de le vendre à des intermédiaires qui l'achemineront, souvent par contrebande bien évidemment, hors du territoire sous contrôle de l'État islamique. Et ce pétrole donc traversera des frontières poreuses à travers notamment la Turquie, la Jordanie, et pour partie sera vendu au régime syrien lui-même, à travers des réseaux d'intermédiaires et de trafiquants qui préexistaient à la création du califat en juin 2014. Le gaz naturel maintenant. En 2015, l'État islamique contrôlait une douzaine de gisements de gaz naturel en Irak et en Syrie, notamment Akas, la plus grande réserve irakienne de gaz naturel située dans la province d'Al-Anbar, et les champs de la région de Palmyre en Syrie, comptant pour près de la moitié de la production syrienne de gaz naturel. Cette situation, vous l'aurez compris, avec aujourd'hui les avancées du régime syrien dans la zone de Palmyre, est amenée bien sûr à changer. On a estimé que l'exploitation de ces gisements rapportait en 2015 350 millions de dollars à l'État islamique, en forte baisse là aussi par rapport à 2014. L'exploitation du gaz étant plus complexe que celle du pétrole, l'État islamique ne dispose généralement pas de l'expertise et des moyens nécessaires. De fait, l'organisation passe des accords avec soit le régime syrien, soit des entreprises publiques du secteur. Ces derniers fournissent le personnel qualifié ainsi que les équipements, tandis que l'État islamique s'engage à partager sa production de gaz. Certains sites sont ainsi exploités de manière bipartite, sinon tripartite. C'est le cas notamment du complexe gazier de Twinan, au sud-ouest de Raqqa, qui est exploité en sous-traitance par une société syrienne dont le dirigeant, Georges Aswani, pour ne pas le nommer, a été désigné à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis comme un intermédiaire entre le régime syrien et l'État islamique. Je passerai rapidement sur les phosphates. L'EI s'est emparé de plusieurs mines de phosphate en Irak, en Syrie, ainsi que d'usines de transformation du minerai qui génèrent 250 millions de dollars par an, à peu près. L'agriculture est un poste très important. Les zones sous contrôle de l'État islamique, à la fois en Irak et en Syrie, constituent des terres fertiles, propices à la culture céréalière, notamment les provinces de Ninive, de Saladin et d'Al-Anbar, qui participent à hauteur de 40% de la production annuelle de blé et à hauteur de 53,3% pour l'orge. L'estimation du revenu agricole, composé d'une partie des revenus de la production pour les terres saisies par l'État islamique et des taxes agricoles surtout, qui sont multiples et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Cette estimation s'élève à 200 millions de dollars en 2014 et c'est un montant qui a été revu à la baisse pour 2015 en raison de trois facteurs. D'abord les frappes aériennes qui impactent l'acheminement, de la pénurie d'engrais et de carburant et de la mauvaise qualité des semences qui engendrent une baisse de rendement. L'État islamique a également saisi des silos à grains en Irak, contenant l'équivalent d'une année de production de blé, soit 1 million de tonnes. L'État islamique contrôle également 75 à 80% de la production syrienne de coton, grâce à son emprise sur les régions d'Al-Raqqa et de Deir ez-Zor. Et c'est une matière qui rapporte annuellement environ 13 millions de dollars à l'État islamique, et vendue essentiellement en Turquie, à travers un commerce frontalier.
Les risques pour la sécurité alimentaire des populations sont évidents, notamment en Irak, qui fait de la mainmise de l'État islamique sur de nombreuses terres, phénomène amplifié par la dépendance d'une majorité d'Irakiens à un secteur traditionnellement subventionné. Je vais aller très vite. L'extorsion, les ressources donc criminelles maintenant. Donc l'extorsion constitue la première source de financement aujourd'hui de l'État islamique, qui regroupe taxes, redevances, amendes, confiscations. Elle aurait rapporté en 2015 à peu près 800 millions de dollars, en très forte hausse. L'extorsion représente désormais 33% des revenus du groupe, alors qu'elle n'atteignait que 12% l'année précédente. Les prélèvements les plus importants concernent une taxe sur les salaires des fonctionnaires résidant sur les territoires contrôlés par l'État islamique, représentant plus de 300 millions de dollars par an, ainsi que des droits de douane qui ont généré 250 millions de dollars en 2015. Le secteur bancaire a été affecté de deux manières. D'abord par le pillage systématique organisé par l'État islamique, non seulement de la très médiatique branche de la Banque centrale irakienne à Mossoul, mais également de 130 succursales bancaires présentes sur son territoire en 2014, qui ont rapporté à peu près 2 milliards de dollars à l'organisation. En second lieu, le secteur bancaire et financier, plus généralement, est exploité par l'État islamique. En raison des restrictions qui pèsent aujourd'hui sur les banques pour les transactions, l'État islamique s'est tourné vers les agents de change et les sociétés de transfert d'argent pour réaliser l'essentiel de ces transactions locales et internationales. Il s'appuie en particulier sur le système de la Wallah, système ancestral et informel de transfert d'argent reposant sur le principe de la confiance et du règlement différé par compensation en valeur. Donc sans transaction à proprement parler. Très rapidement, pour conclure, la lutte contre le financement de l'État islamique. Les opérations militaires ont permis de dégrader, notamment celles de la coalition internationale, ont permis de dégrader les capacités financières de l'État islamique. En un an, les revenus pétroliers se sont contractés de près de 50%. Un programme de frappe spécifique est en cours depuis octobre 2015, Tidal Wave 2, Raz-de-marée 2, qui vise spécifiquement les infrastructures pétrolières. Cet effort, je crois, doit être cependant amplifié, non plus seulement pour dégrader les capacités de l'État islamique, mais bien pour faire reculer l'organisation afin de réduire mécaniquement son accès aux ressources financières, qu'elles soient naturelles ou criminelles. Car si nous constatons une baisse des revenus pétroliers de près de 50% depuis 2014, l'organisation s'est adaptée et son revenu global, lui, n'a reculé que de 16% en raison précisément de son modèle économique diversifié dont j'ai parlé. Enfin, le régime des sanctions de l'ONU. L'actuel régime des sanctions appliquées par l'ONU est calqué sur celui applicable depuis 1999 à Al-Qaïda. Il me semble inadapté pour faire face à la complexité de ce nouveau modèle économique et n'aura que peu d'effet sur le financement de l'État islamique. L'organisation, je l'ai dit, est autosuffisante, n'effectue pas de transactions internationales et ne reçoit pas de donations, ou très peu, via le système bancaire international. Pour preuve, depuis 2014, l'ONU n'a désigné que 5 individus soupçonnés de financer l'État islamique, 2 Koweïtiens, un Qatari, un Jordanien et un Yéménite. Je crois qu'il serait préférable de s'orienter vers un régime d'embargo sous régime de l'ONU, à l'instar de ce qui a été fait dans les années 90 contre une autre entité non étatique, à savoir l'UNITA en Angola, laquelle avait, de la même manière que l'État islamique, un contrôle, une emprise territoriale et un contrôle sur des champs pétroliers. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Perrin, à qui je vais demander préalablement de bien vouloir prêter serment qu'il dira toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire « je le jure ». Merci, vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. L'État islamique, pendant longtemps, a été sous-estimé. Et cela a été évidemment une erreur tragique de la communauté internationale dont nous payons le prix encore aujourd'hui. À l'inverse, il ne faut pas le surestimer. Évidemment, entre les deux, il vaut mieux le surestimer que le sous-estimer. Mais si possible, il faut en prendre la juste mesure. Pour ce qui concerne le pétrole, puisque c'est là-dessus que je suis particulièrement appelé à témoigner devant vous, l'État islamique est un petit acteur pétrolier. Bien entendu, il n'y a pas de statistiques dans ce domaine-là. Il y a des estimations et même, pour être plus honnête, des ordres de grandeur héroïques. Je crois que c'est un petit peu l'expression qu'il faut utiliser. Au fait de sa grandeur, entre guillemets, c'est-à-dire à l'été 2014,
prise de Mossoul, etc., nous estimions, pour ce qui nous concerne, que l'État islamique contrôlait une capacité de production, ce qui ne veut pas forcément dire une production, mais une capacité de production de l'ordre de 50 000 à 100 000 barils par jour. Aujourd'hui, voulant dire début 2016, c'est probablement pas plus de 30 000 barils par jour. Alors quand je dis que c'est un petit acteur énergétique, une comparaison, évidemment, qui n'a pas de sens, mais juste parce que c'est pas forcément facile de barils par jour, c'est pas une unité, évidemment, à laquelle nous sommes habitués en France, mais le groupe français Total produit 2 300 000 barils équivalent pétrole par jour de pétrole et de gaz. Donc il faut quand même voir un petit peu quelles sont les proportions. L'État islamique n'a aucun impact sur les flux pétroliers mondiaux, dont il représente moins d'un demi-millième. Il n'a aucun impact sur les prix du pétrole. Il n'a même aucun impact sur la production et les exportations pétrolières de l'Irak, qui, en dépit d'une guerre sur son territoire, ce pays a continué, dans la période récente, à augmenter sa production et ses exportations. À combien, monsieur ? L'Irak produit actuellement plus de 3 millions de barils par jour. C'est l'un des 5 à 6 plus importants producteurs mondiaux. Vous avez en tête les États-Unis, vous avez le trio de tête États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, qui sont à plus de 10 millions de barils par jour, entre 10 et 12. Et vous avez ensuite un deuxième groupe de 3 producteurs, à peu près donc 3 500 000 barils par jour, l'Irak, la Chine et le Canada. Deuxième remarque, comme cela vient d'être rappelé dans la première intervention, l'État islamique, et c'est l'une de ses forces, dispose d'un financement diversifié. Le pétrole est une source de financement importante, mais est loin d'être la seule, et n'est sans doute plus aujourd'hui voulant dire depuis le début 2016, n'est sans doute plus la source de financement majoritaire de ce groupe. Troisième élément, pourquoi est-ce que le pétrole, c'est très important pour l'État islamique, en dépit de ce que je viens de dire, pour essayer de remettre quelques proportions dans cette affaire? Le pétrole est très important pour 3 raisons. La première, c'est que l'État islamique mène un effort de guerre, pas seulement de terrorisme. Ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commettre des attentats. Mais la guerre, c'est autre chose, ça coûte cher. L'État islamique mène 3 guerres, en Syrie, en Irak, en Libye. C'est quand même pas très courant. Et donc, ça demande beaucoup d'argent. Mais avant de venir à l'argent, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de guerre sans carburant. L'État islamique, ce ne sont pas seulement des combattants qui courent nu-pieds dans le désert. Il y a des véhicules blindés, des chars, pris notamment aux armées syriennes et irakiennes, y compris des chars flambant neufs venant des États-Unis livrés à l'armée irakienne. Ce genre de véhicule, comme vous le savez, consomme pas mal de carburant. Ce n'est pas la consommation d'une Clio. Donc, sans carburant, il n'y a pas d'effort de guerre. L'État islamique est mort militairement. C'est la première raison, et finalement on en parle assez peu, qui fait que le pétrole est vital pour l'État islamique. La deuxième raison, c'est que après ce qui est autoconsommé par l'État islamique pour l'effort de guerre, il y a ce qui est distribué, commercialisé dans les zones que contrôle ce groupe en Irak et en Syrie. Et ça, c'est important également parce que c'est une autre façon, il en a plusieurs. Il y a évidemment le bâton étant un mot faible pour évidemment faire référence à la violence et à la cruauté de ce groupe. Mais il y a aussi la carotte qui consiste à dire, vous voyez, je ne suis pas un groupe terroriste comme on le dit tous les jours en Occident, je suis un État. La preuve, c'est que je m'occupe de vos besoins. Vous avez besoin de produits pétroliers, je vous en distribue. Donc cela contribue évidemment à la propagande et au compte de ce groupe et à une partie de son contrôle sur les populations dans les zones qui sont sous sa domination directe. La troisième importance du pétrole pour l'État islamique, c'est le fait de vendre ce qui n'a pas été autoconsommé pour l'effort de guerre, ce qui n'a pas été distribué aux populations sous son contrôle direct, on va dire entre guillemets d'exporter ce pétrole en dehors des zones qu'il contrôle. Exporter, ça peut être dans le même pays, parce qu'une grande partie en fait est vendue en Syrie, en Irak. Donc l'exportation est ici un terme relatif, mais en dehors des zones considérées comme le califat, entre guillemets, bien sûr, de l'État islamique, pour avoir du cash, et du cash, cela veut dire des dollars, pour acheter des armes, pour payer des combattants, pour développer sa propagande, et pour remplir les fonctions, entre guillemets, d'un État islamique, puisque c'est ce que ce groupe a l'ambition de faire. Quatrième remarque, lorsque l'on parle d'État islamique et pétrole, on parle beaucoup de pétrole et on oublie de parler des produits pétroliers.
Le pétrole brut, c'est très important, évidemment, mais le pétrole brut est surtout important parce qu'il permet de donner des produits pétroliers, notamment des carburants, qui permettent de répondre à des besoins précis, besoins de mobilité, de transport, etc. Et pour cela, cela suppose que l'on puisse raffiner le pétrole. La question donc du raffinage, il s'agit en l'occurrence de raffineries artisanales, de mini-raffineries, est tout à fait essentielle dans la chaîne de valeur pétrolière de l'État islamique. Il ne suffit pas simplement de contrôler du brut. Contrôler du brut est évidemment tout à fait insuffisant. La cinquième remarque, c'est que l'État islamique essaie évidemment de reproduire ce modèle en Libye. Après l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Irak est un potentiel pétrolier considérable. Parmi les plus grandes réserves mondiales, on considère généralement dans les milieux pétroliers, en termes de réserves prouvées, qu'on a le Venezuela en tête, l'Arabie Saoudite en deuxième, le Canada en troisième position, et puis l'Iran et l'Irak ensuite. Bon. Donc l'Irak, c'est gigantesque en termes de potentiel pétrolier, ce potentiel est encore très sous-exploité. La Syrie, c'est petit en termes pétroliers, la Libye, c'est entre les deux. C'est beaucoup plus important que la Syrie, c'est beaucoup moins important que l'Irak. Donc l'État islamique essaie évidemment de reproduire ce qu'il a fait pour le pétrole, pas seulement, il y a aussi d'autres raisons, en Libye, dans la région du bassin de Sirte, qui est l'un des plus grands bassins de production pétrolière et gazière de la Libye. Mais pour l'instant, heureusement, mais je dis pour l'instant, il n'a pas réussi. Je veux dire par là qu'il ne contrôle pas une chaîne de valeur pétrolière en Libye. Et il a d'ailleurs perdu le contrôle d'une chaîne de valeur pétrolière en Irak. Contrairement à ce qu'on dit souvent, où on retarde un petit peu en termes d'information, les choses vont vite, le seul pays dans lequel aujourd'hui l'État islamique contrôle une chaîne de valeur pétrolière, c'est la Syrie. Et c'est le plus petit de ces trois pays producteurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant, mais là encore, il faut relativiser. Sixième remarque, le combat contre l'État islamique, contre Daesh, est un combat évidemment global, multiforme, multidimensionnel. Le front pétrolier n'est donc pas le seul, mais c'est évidemment, pour les trois raisons que j'ai indiquées il y a quelques minutes, un front tout à fait essentiel sur lequel il faut évidemment être présent, et plus présent que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ma septième remarque serait que les frappes aériennes, alors là je fais référence aux frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis, parce que les frappes aériennes russes, comme vous le savez, visent très peu l'État islamique. Il y a le cas de Palmyre. Les frappes aériennes occidentales, pour aller vite, frappent à 100% l'État islamique depuis août 2014, 7 jours sur 7. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, on sait qui est visé. Dans le cas de la Russie, finalement, c'est assez peu quand on regarde les données assez claires dont on dispose sur la localisation de ces frappes. Donc, les frappes occidentales ont des effets, pas suffisamment, évidemment, à mon goût, mais beaucoup plus que ce que beaucoup de gens disent, notamment, comme l'a rappelé M. Brizard, depuis le lancement à l'automne 2015 de l'opération appelée Tidal Wave 2, en référence à Tidal Wave 1, une opération remontant à la Seconde Guerre mondiale et visant à empêcher les nazis d'avoir accès aux ressources pétrolières de la Roumanie. Donc les Américains, évidemment, s'inscrivent dans une continuité historique avec tout ce que ça suppose, un petit peu de rapprochement un petit peu hâtif, mais en tout cas, on voit l'esprit. Tidal Wave 2 est extrêmement important parce que c'est une opération au sein de l'opération plus globale, Inherent Resolve, est une opération qui vise spécifiquement les actifs pétroliers. Deuxièmement, elle s'est traduite par une intensification des frappes visant ces objectifs. Troisièmement, elle s'est traduite par un élargissement des cibles, cibles qui incluent à la fois des forages et des pompes, ça c'est pour l'amont, la production, dans certains cas des puits, c'est plus rare, pour une raison sur laquelle je reviendrai. Dans d'autres cas, des usines de séparation de gaz et de pétrole, là on est sur le traitement. Les mini-raffineries artisanales, le transport, oléoducs, camions-citernes, et les stockages et points de collecte du pétrole. Donc on a aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur de pétrole, notamment en Syrie, qui est visée, un peu moins l'amont, un peu moins les puits, mais plus les points clés du raffinage et du transport, qui sont, comme le disent les responsables américains, les veines du système pétrolier de Daesh, en référence évidemment aux veines qui transportent le sang à l'intérieur d'un corps humain, et la comparaison n'est pas absurde. Comparaison n'est pas raison, mais là, elle a du sens. Il y a donc quelque chose d'important qui se passe depuis l'automne 2015 pour ce qui concerne l'aspect pétrole au sein de Daesh.
Huitième et dernier point, les revenus pétroliers de Daesh, de l'État islamique, sont en forte baisse depuis l'été 2014 pour au moins 3 raisons. La chute des prix, qui pour moi est un facteur extrêmement important. Et n'oublions pas que les prix ont quand même chuté de 60 à 70% entre l'été 2014 et aujourd'hui. Donc aucun vendeur de pétrole ne peut dire qu'il n'est pas affecté par une chute de cette ampleur. Ce n'est pas une chute de 5 à 10%. Et Daesh est un vendeur de pétrole. Il doit en plus vendre le pétrole à prix cassé, il ne le vend pas au prix du marché international. Et c'est clair que le prix de vente aujourd'hui moyen, que personne ne connaît bien sûr, n'est pas celui qu'il pouvait espérer et qu'il pouvait obtenir au cours de l'été 2014. Deuxième aspect, les frappes aériennes, je viens de le citer, je n'y reviens pas. Troisième aspect, la dégradation des conditions d'exploitation. Vous avez des puits, vous avez des champs qui nécessiteraient des travaux de maintenance, des travaux d'entretien, de réparation. Daesh ne peut pas décrocher son téléphone et appeler Technip, Schlumberger à Liberton pour leur dire « Venez, j'ai des choses à réparer en Syrie, en Irak ». Évidemment. Donc il doit faire avec les moyens du bord, avec ses propres moyens, avec les compétences des travailleurs syriens et irakiens qui sont retenus de force sur les champs, mais c'est quand même dans un contexte de guerre, donc il est évidemment difficile pour lui d'entretenir et de maintenir correctement les champs qui se dégradent avec un impact à la baisse sur la production. Vraisemblablement, aujourd'hui, les revenus pétroliers annuels de Daesh sont, à mon avis, nettement inférieurs aux estimations qu'on évoque souvent, pas plus de 400 millions de dollars par an, et probablement moins, voire peut-être nettement moins. En conclusion, je dirais que par rapport à cet aspect-là, il ne faut pas oublier la différence entre Irak et Syrie. J'évoquais la question des frappes. Pour ce qui concerne l'Irak, ces frappes sont décidées en coordination avec le gouvernement irakien. Alors que pour la Syrie, les Américains et leurs alliés n'appellent pas le président Bachar al-Assad pour savoir où ils doivent frapper. C'est une différence très importante par rapport à l'aspect pétrolier, ce que nous évoquons, parce que le gouvernement irakien ne tient pas à ce qu'on démolisse ses ressources pétrolières. Il espère en reprendre le contrôle. Et les Américains et leurs alliés doivent évidemment en tenir compte. Bien sûr qu'ils pourraient en une semaine détruire tous les actifs pétroliers de Daesh sous un tapis de bombes. Mais ce n'est pas l'objet, clairement en Irak, et même en Syrie, où pourtant ils ne demandent pas la permission du régime, le souci des Américains est plus d'endommager que de détruire complètement, d'endommager non pas pour une semaine, pour si possible plusieurs mois, mais se dire on se place dans le futur, les Syriens et les Irakiens auront besoin du pétrole, c'est une ressource essentielle, donc il ne s'agit pas de tout démolir, notamment de ne pas frapper trop durement les prix du pétrole, les puits de pétrole, pour préserver l'avenir. Et puis ce serait évidemment un élément important pour la propagande de Daesh. Nous sommes au Proche et au Moyen-Orient. Imaginez si les destructions des actifs pétroliers étaient massives, ce qu'évidemment militairement la coalition occidentale a largement les moyens de faire. Vous imaginez la propagande de Daesh en disant voilà, on veut ramener les Arabes, les Syriens, les Irakiens au Moyen-Âge, comme on a fait comme le président George W. Bush voulait le faire sous Saddam Hussein, et on est en train de frapper le pétrole, le sang de la nation. Ce ne serait évidemment pas forcément très habile. Ce combat, encore une fois, n'est pas un combat uniquement militaire, il se livre sur d'autres plans, y compris celui de la communication et de la propagande, et il faut donc évidemment viser, et à mon avis plus que jusqu'à présent les actifs pétroliers, mais les viser avec un certain discernement, et non pas de façon brutale, ce que nous avons évidemment les moyens de faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Merci. Je passe donc la parole maintenant à Monsieur le Président Duzeux, qui est accompagné de son collaborateur, M. Georges, que je remercie également de sa présence. Monsieur Duzeux, je vous demande donc, comme à vos prédécesseurs, de lever la main droite en disant « Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Je le jure. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. Je viens apporter le point de vue modeste du raffineur ou du pétrolier. Ceci dit, je représente ici l'industrie française du pétrole, où toutes les filiales françaises sont des filiales de grands groupes internationaux. Et vous verrez tout à l'heure que les règles sont à peu près les mêmes. Je voudrais quand même rappeler qu'on n'a plus que 3 grands raffineurs en France. On a bien sûr le groupe Total, on a aussi le groupe Esso, filiale d'ExxonMobil, et puis enfin on a le groupe Ineos PetroChina,
Et je les ai consultés, bien sûr, avant de venir pour me garantir et témoigner auprès de vous. Alors, je voudrais essentiellement parler de 3 points. Le premier point me paraît essentiel, c'est que la question des moyens de Daesh qui relèvent du régime international de restrictions et de sanctions relatives à cette zone, plus les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le terrorisme du 12 février 2015 sont rigoureusement respectées. C'est-à-dire nos entreprises sont pleinement concernées par ces règles internationales de sanctions commerciales et de contrôle des exportations et les respectent scrupuleusement. Vous imaginez que les grands groupes que je représente n'ont aucun intérêt à essayer d'accéder à du brut pas cher ou des choses qu'on pourrait imaginer. Au contraire, il y a une grande vigilance pour absolument garantir l'intégrité des opérations. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est en confirmation de ce qu'a dit M. Francis Perrin, c'est qu'on a fait un point vendredi avec des spécialistes et ceux qui connaissent un peu la zone, c'est qu'en Syrie, le brut produit par Daesh était de l'ordre de 50 000 barils de jour, comme Francis l'a dit. Ça correspondait à peu près à 500 millions de dollars de recettes en 2015. Là, on a les informations locales qu'on a, c'est que cette production suite au bombardement massif ont été réduites de façon considérable. Notre estimation pétrolier, avec les incertitudes que ça représente, c'est plutôt 10 000 barils de jour. Les conséquences de ça, c'est que non seulement nous, on est convaincus qu'à partir de la Syrie, Daesh ne peut plus exporter, c'est-à-dire les camions, vous savez, qui passaient peut-être la frontière turque, enfin ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu, c'est terminé. Et je rejoins complètement Francis, c'est qu'on a l'impression que Daesh, maintenant, a des difficultés pour ses besoins de guerre et aussi satisfaire les besoins de la population locale qu'elle consomme. Donc, situation critique pour Daesh. Donc ça a bien changé. Un point sur la Libye. Je confirme aussi, enfin mes adhérents confirment que l'État islamique n'a aucune capacité d'exploitation des installations aujourd'hui, pas de contrôle des terminaux pétroliers, et on constate que les attaques qui ont lieu là-bas sont faites pour détruire. Donc ce n'est pas du tout la logique de la Syrie où on cherche à gagner de l'argent, à vendre, à faire de la contrebande. Là en Libye, ils n'y arrivent pas. Et donc leur seule intention pour l'instant, et j'espère que ça va durer comme ça, c'est simplement j'attaque, je détruis. Bon, voilà, c'était les 2 premiers points. Donc, une réduction très significative, voire la disparition des exportations contrebande et la difficulté pour satisfaire ses propres besoins. Alors le point sans doute le plus important, et Monsieur le Président, vous l'avez mentionné, c'est quelles sont les procédures qu'on a en place pour un suivi rigoureux des cargaisons qu'on achète. Alors, ça fait moi je sais pas, j'ai passé 40 ans dans une société pétrolière, on les a toujours eu en place, et moi, ma constatation, c'est qu'on n'a fait que renforcer ces procédures. Au chargement d'une cargaison, vous envoyez systématiquement une société mandatée par vous, reconnue internationalement, qui va prendre un échantillon et qui va mesurer exactement les propriétés du brut qu'on doit charger. Le bateau part, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des arrêts dans certains ports et puis qu'il y a des mélanges de faits. Pas du tout, ça c'est impossible parce qu'au déchargement, avant même de décharger les cargaisons dans les bacs à Fos-sur-Mer ou au Havre, on procède à nouveau au travers de sociétés de services, Veritas, SGS, enfin les grandes compagnies que vous connaissez, à une prise d'échantillon. Tout ça est codifié. On analyse en laboratoire et on ne décharge que si on trouve que la qualité observée est bien celle qu'on a achetée. Donc, si vous voulez, il y a une procédure extrêmement rigoureuse, double vérification, qui permet de garantir qu'aucun brut qui aurait une origine Daesh ne soit traité dans les raffineries. Puis en plus, je vous ai dit que maintenant, on est quasiment certains qu'ils ne sont plus en capacité d'exporter. Je voudrais rajouter peut-être une question que vous aurez, c'est quid des produits finis ? Eh bien, les produits finis, la procédure est rigoureusement la même. Et donc, on achète du gazoil n'importe où, en Russie ou ailleurs, on vérifie, avant le déchargement, on vérifie à nouveau. Donc, procédure très rigoureuse. Mais je rejoins complètement ce qu'a dit M. Perrin. On est certain qu'ils ont des raffineries complètement artisanales. Et vous savez, les produits, ça n'a l'air de rien, mais les produits européens répondent à des spécifications dites intersyndicales.
ou administratives très sophistiquées, qui sont définies en accord avec le gouvernement par les constructeurs automobiles. Il est physiquement impossible pour Daesh d'avoir une installation qui soit suffisamment sophistiquée pour faire du gasoil français aux spécifications françaises. C'est exclu. Puis je peux extrapoler à l'Italie, à l'Angleterre. Donc ça on est absolument tranquille. C'est une mission impossible pour les produits finis. Troisième point que je voudrais mentionner, c'est qu'on a une liste, c'est un petit peu comme dans le shipping, vous savez, les bateaux, après quelques soucis qu'ont eu les pétroliers dans l'histoire, très rigoureux. On ne prend des bateaux qui sont reconnus, qui font partie d'une liste avec un certain nombre de garanties. C'est pareil pour le trading, le commerce. On ne traite qu'avec des gens connus, reconnus, qui ont pignon sur rue. Pas question de rigoler avec ça, parce qu'on pourrait très rapidement avoir des sérieux ennuis et mettre en jeu la réputation complète d'une grande compagnie. Donc ça, c'est exclu aussi. Et quatrièmement, et c'est très important, parce que les sommes manipulées par les gens qui font du commerce chez nous sont énormes, tous les groupes. Et donc, j'ai vérifié ça vendredi, tous les grands groupes font une formation spécifique de tous leurs traders, de tous leurs acheteurs de produits ou de produits, pour garantir la sensibilisation à l'intégrité des opérations d'achat et la vérification de la qualité des cargaisons. Donc, on pense avoir des procédures suffisamment rigoureuses pour affirmer qu'on ne retraite pas, on n'achète pas du brut ou des produits finis à Daesh. Si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Je passe maintenant la parole à M. Abyss, à qui je vais demander, comme à ses prédécesseurs, de bien vouloir prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci, monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je tiens à vous remercier pour votre invitation à m'exprimer dans le cadre de cette mission d'information. Je ferai mon intervention autour de 3 points. D'abord, permettez-moi de rappeler une chose simple, parfois oubliée, l'agriculture est éminemment géopolitique. Elle façonne les espaces et les territoires, et sa fonction première, nourrir les hommes, détermine fortement la stabilité et le développement d'un territoire, d'une société ou d'une nation. Et finalement, si le monde ne cesse de se transformer, 2 fondamentaux, simples, permanents, restent clairs et irréversibles, se nourrir pour vivre, produire pour se nourrir. Parfois oubliées, ces 2 évidences méritent d'être reclassées dans l'analyse stratégique. Cette centralité millénaire des questions agricoles et alimentaires se renforce, bien entendu, en temps de guerre et de conflit. Sans la sécurité alimentaire, la stabilité et la paix sont presque impossibles à atteindre. Et ce constat se retrouve aujourd'hui dans la zone géographique dans laquelle opère Daesh. C'est d'ailleurs dans cette région du monde, le croissant fertile, que l'agriculture et le blé, il y a environ 10 000 ans, ont entamé leur longue carrière. Mon second point concerne Daesh et les ressources agricoles, le blé en particulier, sur lequel vous m'aviez convié. Fort logiquement, à plus forte raison que ce projet de Daesh s'ancre sur une logique territoriale, le groupe a cherché à tirer profit des ressources de la géographie. Ça a été évoqué dans les interventions précédentes. J'aimerais ajouter qu'il ne faudrait pas oublier non plus l'eau, sachant que les positions dominantes de ce groupe sont principalement le long des 2 seuls grands fleuves de la région, que sont le Tigre et l'Euphrate, et que la valeur de la ville de Mossoul, toujours aux mains de Daesh, tient aussi à son barrage, dont il dit qu'il serait très mal en point actuellement. L'ancrage territorial de Daesh repose également sur les plaines agricoles et céréalières de l'Est syrien et du Nord irakien. Les productions agricoles sur ces sols, qui, comme l'eau dans la région, sont rares, sont donc peu à peu passées sous le contrôle de ce groupe qui pouvait ainsi faire un triple coup stratégique. Un coup foncier, avec des terres arables proches de sources hydriques, un coup économique avec ses productions agricoles, et un coup social avec cette fonction alimentaire vis-à-vis de populations locales. Il n'est donc pas étonnant que ces ressources aient fait l'objet de convoitises. En effet, subvenir aux besoins prioritaires des habitants de ces territoires agit comme un facteur de clientélisation. Quand bien même l'adhésion des populations soumises à l'autorité de Daesh n'est pas totale et immuable dans le temps, le fait que ce groupe, dans son objectif d'être un État, maintienne accessible des produits alimentaires dans le quotidien des personnes et vienne même parfois distribuer du pain pour remplir les estomacs, n'est pas neutre dans l'équation sociopolitique.
Si vous possédez du blé et du pain, vous pouvez conquérir plus facilement les esprits, notamment des individus vulnérables. Vous pouvez aussi nourrir vos combattants dans l'effort de guerre à fournir. En outre, il faut entretenir les circuits agricoles. Entre les champs de production et les lieux de consommation, cela signifie de la logistique, du transport, des infrastructures qu'il faut assurer, qu'il faut protéger. Daesh a donc à plusieurs reprises, dans le mouvement global de ses conquêtes territoriales, réussi à s'approprier des silos à grains et des moulins, tant en Irak qu'en Syrie. Ces centres de stockage sont à sécuriser et font partie des butins de guerre. Cela pouvait aussi représenter un moyen pour Daesh d'une pression supplémentaire vis-à-vis des pouvoirs tant à Bagdad qu'à Damas. Et dans chaque ville où les combats ont fait rage, le contrôle des boulangeries, par exemple, s'est avéré être un élément très prégnant dans la stratégie des différents acteurs de ce conflit complexe. Par ailleurs, il est probable aussi que des usines d'engrais chimiques et de phosphate se soient détournées de leur fonction agricole pour servir en temps de guerre à la confection d'explosifs. Les ressources agricoles et les céréales s'inscrivent irréversiblement dans des dynamiques de commerce par ailleurs, ainsi à travers des circuits courts locaux, car ces productions entrent dans le jeu des seigneurs de guerre locaux. À Raqqa, Daesh aurait ainsi instauré une taxe de 20 à 25% pour le blé sortant de la province, en cash ou en prélevant le grain directement. Mais il y a également les flux de longue distance, profitant de la porosité des frontières et de la valeur financière que comporte un bien alimentaire, et aussi précieux que le blé. Ces échanges ont sans aucun doute été effectués parfois sous forme de troc, produit contre produit, des opérateurs multiples agissant dans ces mouvements tout au long de la chaîne. N'oublions pas non plus que les besoins alimentaires et céréaliers des territoires sous contrôle de Daesh dépassent les productions locales. Comme Daesh n'a visiblement pas cherché à affamer toutes les populations sous son contrôle, il est hautement probable qu'il ait fallu faire venir des productions alimentaires depuis l'extérieur. Des barils de pétrole contre de la nourriture, par exemple, système finalement fréquent dans cette région du monde, où même en temps de guerre ou de froid diplomatique, l'histoire, ancienne comme actuelle, montre que le commerce agricole et de blé ne s'arrête véritablement jamais. Mon troisième point situera ces tendances dans des dynamiques un peu plus longues. Premièrement, pour signaler qu'une véritable menace pèse sur la sécurité alimentaire dans la région. Évidemment, les combats entraînent la destruction des cultures, détériorent les sols, détériorent les voies de transport, provoquent également l'éloignement de main-d'œuvre agricole engagée, forcée dans des combats, et fuyant parfois aussi, bien entendu, les zones de guerre. Ces inquiétudes concernent aussi l'élevage. Outre la réduction significative des troupeaux dans cette région, ce sont aussi des vulnérabilités nouvelles en termes de santé animale, faute de vaccination efficiente et à jour. Cette bombe sanitaire à retardement mériterait d'être présente dans les réflexions sur les défis tendanciels de la zone. En Syrie, la guerre a mis à mal la situation alimentaire du pays, qui était relativement favorable encore au tournant du millénaire, le parti Baas ayant toujours eu le souci de l'agriculture et du rural. Depuis 2011, on observe une chute des surfaces emblavées de 30%. La récolte en blé en 2014 fut la pire des 40 dernières années. Et la FAO vient d'indiquer qu'en 2015, la récolte céréalière serait meilleure, notamment grâce à une bonne production en orge. Cela n'empêche pas l'inflation sur les prix alimentaires et les céréales, et le pain aurait en moyenne augmenté de 40% par rapport au début de la guerre en Syrie, et dans certaines villes, cette inflation serait encore plus significative. Cela veut donc dire que depuis 5 ans, nous assistons à une complexification croissante des opérations commerciales, logistiques, financières à conduire en Syrie autour de ces produits stratégiques alimentaires. En blé, la Syrie importe aujourd'hui moins, environ 1,7 à 2 millions de tonnes de blé, contre 3,4 millions de tonnes de blé en moyenne au cours de la décennie 2000. On peut estimer que cela tient à la réduction démographique dans le pays ou à la réduction des moyens budgétaires pour acheter cette marchandise à l'étranger. On peut aussi s'interroger sur le soutien de puissances étrangères sous une forme céréalière, d'autant plus qu'un grand pays producteur-exportateur de blé vient d'appuyer fortement sur le théâtre syrien pour aider le régime de Damas. Il n'est pas impossible que ce soutien militaire se soit doublé de soutien économique et alimentaire. De son côté, l'Irak connaît également des difficultés de production liées aux variations climatiques importantes dans cette région du monde, mais surtout liées aux dynamiques conflictuelles dans le pays qui perdurent depuis plusieurs années et qui obèrent le développement agricole, fragilisent la logistique et engendrent des inflations de prix importants. Pour rappel, l'Irak importe en moyenne 4,5 millions de tonnes de céréales actuellement, dont 2 tiers sont du blé,
situant ce pays parmi les 20 plus grands acheteurs de la planète. Sur ces questions, en tout cas, le cercle est vicieux sur les deux sens, dans les deux sens. Les conflits plongent les populations dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Près de 9 millions de Syriens en insécurité alimentaire selon le Programme alimentaire mondial. Mais la faim peut aussi susciter des colères et motiver des nouvelles rébellions. La faim, l'extrême difficulté d'accéder à l'alimentation, physiquement, économiquement, sont les premiers malheurs des populations pauvres, déplacées ou persécutées. Alors en conclusion, je voudrais faire 3 commentaires. Une considération stratégique d'abord. Le blé est une production du sol, certes. Il constitue une ressource agricole, bien entendu, à forte valeur économique, qu'il faut pouvoir commercer. Mais le blé doit toujours aussi être regardé comme la matière vitale de première nécessité, et donc comme un pilier dans l'ordre civil des sociétés, appartenant ainsi au champ de la politique et de la sécurité. Cette réalité est ancienne, toujours très contemporaine, et continuera à l'être dans le futur, surtout dans cette région du Moyen-Orient, qui est la région la plus hyperdépendante en termes de couverture céréalière de la planète. Une seconde considération à propos des populations en détresse et migrantes. La sécheresse aiguë ayant frappé la Syrie entre 2006 et 2010 aura été dramatique. Parallèlement, il faut savoir aussi que les champs ont été attaqués par un ravageur, la rouille du blé, qui a fait beaucoup de dégâts dans les productions de ces territoires. Tout cela a poussé des centaines de milliers d'individus, des ruraux, des agriculteurs, à quitter leur territoire pour rejoindre les faubourgs de villes comme Deraa ou Alep. J'attire l'attention sur le fait que cette dynamique socio-territoriale est importante pour comprendre la complexité de la révolte syrienne de 2011. Plus globalement, cet exemple doit nous interpeller sur les causes très profondes des migrations et des soulèvements populaires dans cette région du monde. Sans en être les uniques déterminants, on ne saurait occulter l'importance des insécurités agricoles, des insécurités alimentaires, des insécurités hydriques, des insécurités foncières, mais aussi climatiques. Et ce qui vaut ici pour le Moyen-Orient vaut ailleurs, sans doute, demain, pour l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Cela m'amène à mon 3e et dernier commentaire, insister sur l'immense enjeu du développement agricole et rural qui attend cette zone, à plus long terme, dans une hypothèse de scénario post-conflit où il va falloir reconstruire de la stabilité, reconstruire de la croissance, et pas uniquement dans ces mondes urbains qui masquent trop souvent l'existence en parallèle de régions intérieures rurales pauvres. Développer l'agriculture et les territoires ruraux, construire de la sécurité alimentaire, construire de la résilience face aux chocs climatiques, voilà aussi des enjeux géopolitiques à intégrer dans nos grilles d'analyse, contemporaines et prospectives, au sujet de cette région. Ne pas s'occuper de ces questions serait aussi sans doute donner des forces sociales, territoriales, indirectement à ce groupe Daesh, dont les moyens sont multiples. Je vous remercie pour votre attention. Merci, messieurs, pour ces interventions fort intéressantes. J'ai quelques brèves questions avant de donner la parole à monsieur le rapporteur et mes collègues qui sont inscrits. Je vais les poser en rafale. Je vous remercie de bien vouloir les prendre à la volée ou à la cantonade. Première question. Personne n'a évoqué dans les différentes interventions les trafics de personnes. On sait qu'il y a des kidnappings avec des perspectives d'esclavage sexuel, le cas échéant. Est-ce que c'est dans votre champ de vision ou pas? Pareil, les trafics d'armes et la drogue. Est-ce que ça fait partie des ressources que vous avez identifiées? Deuxième question. J'avais simplement presque une curiosité. Quel est le salaire des combattants de Daesh, à votre connaissance? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce sujet? Troisième question sur les ressources pétrolières de la Libye. On sait que, si mes informations sont justes, le potentiel libyen est aujourd'hui environ d'1,6 million ou 1,8 million barils de pétrole jour. Il y a quelques mois, la production était descendue à 400, 420, 430, 450 000. J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président Duzeux, sur le fait que Daesh ne cherche pas à prendre le contrôle des installations, mais à les détruire. Ça participe sans doute d'une volonté de déstabiliser définitivement ce pays qui est déjà pas très solide. Est-ce que ça veut dire que cette démarche de destruction sur le long terme doit nous faire considérer qu'il n'y a pas de volonté particulière de prendre le contrôle de la chaîne pétrolière en Libye ou pas? Est-ce que vous avez des lumières sur le sujet? Toujours sur la question des filières pétrolières, vous avez, Monsieur Duzeux, décrit la manière dont les grandes entreprises pétrolières assurent le contrôle et une vigilance sur la filière d'alimentation. Est-ce que vous pouvez détailler un peu
ce mécanisme, et notamment la manière dont l'effectivité des contrôles sur les échantillons, ce que vous avez décrit tout à l'heure, est assurée, et comment dire, sa sécurité également. Ensuite, j'avais aussi une question sur l'organisation interne de la veille que vous arrivez à assurer dans vos différents organismes, en particulier vous, monsieur, pour les industries pétrolières. Je suppose qu'il y a des gens qui surveillent ça comme le lait sur le feu. J'aimerais bien savoir comment vous vous organisez pour cela. Et alors, peut-être pas rentrer dans le détail à ce stade, mais la Commission serait intéressée à avoir quelques informations sur le contenu de la formation des traders que vous avez mentionné tout à l'heure, alors sans peut-être entrer dans le détail aujourd'hui, mais si vous aviez des supports ou des choses comme ça à nous faire passer pour qu'on les communique aux membres de la Commission, ça nous intéresserait. Voilà quelques questions en rafale. Dernière question sur les trafics frontaliers du pétrole à la frontière turco-syrienne ou des céréales que vous venez de mentionner, monsieur, à votre connaissance. Ne s'agit-il dans ces frontières que d'opérateurs purement privés et qui agissent de manière parfaitement libre? Y a-t-il d'une manière ou d'une autre des connexions entre les États concernés et ces opérateurs qui assurent ces commerces à la frontière? Et à votre connaissance, quelles dispositions les pays concernés ont-ils prises sur le plan législatif ou sur le plan pénal pour empêcher ces différents trafics? Voilà, je remercie ceux d'entre vous qui sont intéressés de se manifester pour répondre de manière synthétique autant que vous le souhaitez. Oui. J'indique à mes collègues que visiblement le vote démarrera vers 17h50. Oui. Donc nous aurons jusqu'à 18h20 pour aller voter. Je suspendrai donc, nous arrêterons vers 18h10 pour laisser à chacun le temps de rejoindre la salle de bronze pour le scrutin. Oui, donc je voulais répondre à votre question sur le trafic d'êtres humains. En effet, c'est une autre source importante dans le cadre de ce financement diversifié de l'État islamique. On parle ici de rançon, de prise d'otages. On a parlé beaucoup en 2014 d'otages occidentaux. On parle beaucoup moins des communautés qui sont visées par ce type de pratiques criminelles localement. On parle également beaucoup moins des notables qui peuvent être l'objet de prise d'otages avec rançon. On parle également de l'esclavage avec des cas. Bon, ce n'est pas... c'est assez marginal, je dirais, dans le financement, mais ça représente néanmoins une centaine de millions de dollars annuellement, auquel il faut ajouter effectivement le commerce illicite, alors pas de drogue, hein, mais antiquité, évidemment, œuvres d'art, les pillages systématiques auxquels on assiste, qui font partie de la propagande à la fois de Daesh, d'une part, hein, pour montrer que ces icônes sont détruites, et puis qui en même temps, effectivement, alimentent un commerce florissant. Là encore, c'est assez marginal. Des pièces ont été retrouvées, ça et là, au Liban, en Jordanie, y compris en Europe, à Londres, par exemple, mais ça reste quelque chose d'extrêmement limité. C'est estimé par le gouvernement américain, je crois, comme rapportant entre 30 et 50 millions de dollars par an. S'agissant du salaire des combattants, le salaire des combattants a été divisé par 2 par Daesh, justement pour prendre en compte une réduction de ces dépenses à la suite notamment de la baisse des revenus pétroliers. Alors il est compliqué. Alors, le salaire de base est de 100 dollars par mois, et puis ensuite il y a une grille de salaire qui varie en fonction du nombre d'enfants sur le territoire, etc. Il y a également des aides qui sont apportées en nature aux combattants, notamment le logement, etc. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon, cette grille, nous l'avons, et elle est très précise, très documentée surtout, parce que l'État islamique est également une bureaucratie, une véritable organisation qui gère et qui sait gérer comptablement ses effectifs et ses revenus. La question, Monsieur le Président, sur les ressources pétrolières de la Libye que vous avez posée, comme vous l'avez rappelé, à la fin 2010, début 2011, c'est-à-dire avant le début de la guerre en Libye, la production de pétrolière de la Libye était de l'ordre de 1 500 000, 1 600 000 barils par jour. Et elle est effectivement tombée, en sachant que
Cela varie tous les jours, mais effectivement, ces derniers temps, de l'ordre de 400 000 barils par jour, soit une division par 4, ce qui est tout à fait considérable. Mais la Libye conserve évidemment un potentiel pétrolier, gazier, mais surtout pétrolier, extrêmement important pour l'avenir. Et c'est l'une des raisons, pas la seule. Il y a évidemment, bien sûr, la proximité de l'Europe, de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est l'une des raisons importantes de la présence de Daesh dans ce pays, dans le bassin de Sirte que nous évoquions tout à l'heure. Comme l'a rappelé le président Francis Duzeux, bien sûr que Daesh aimerait contrôler des ressources pétrolières et une chaîne de valeur en Libye, mais pour l'instant, comme ils n'ont pas réussi, il leur reste à essayer de détruire. Cela ne veut pas dire que leur objectif n'est pas de contrôler, mais Daesh se heurte sur le terrain à une forte résistance d'acteurs libyens, y compris d'un certain nombre de milices, qui ne sont pas des enfants de cœur, mais qui ne sont pas pour autant des amis de Daesh, loin de là, parce que, comme le rappelait M. Brizard, je crois, ces acteurs locaux libyens voient d'un très mauvais œil l'implication de Daesh, qui est considéré à juste titre comme un acteur étranger. Il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, je le disais en commençant, la capacité de Daesh de pouvoir, à l'avenir, essayer de contrôler des actifs pétroliers et une chaîne de valeur pétrolière en Libye. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une raison pour se désintéresser de la Libye. Il faut au contraire, évidemment, essayer de capitaliser sur cette situation pour éviter que cela puisse être le cas à l'avenir, comme c'est encore le cas en partie en Syrie, comme cela a été le cas en partie en Irak. Votre question sur laquelle, bien sûr, le président Duzeux reviendra, mais sur le pétrole de Daesh, produits pétroliers, compagnies pétrolières, je crois qu'il faut rappeler plusieurs éléments de contexte qui sont très importants. Nous sommes aujourd'hui, début 2016, sur une production pétrolière en Irak et en Syrie qui est très faible, pour les raisons que j'ai invoquées. Et sur cette production, il faut déduire ce dont Daesh a besoin pour ses besoins propres, efforts de guerre, et ce qu'il commercialise dans les zones qu'il contrôle directement. Et si on enlève ça avec un chiffre de production qui est très à la baisse, on voit très rapidement qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose à exporter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous êtes Daesh, vous avez un pétrole ou des produits pétroliers qui ne sont pas normaux en termes d'origine. Ce sont évidemment du pétrole et des produits marqués par le sang. Lorsque vous cherchez à les commercialiser, vous allez privilégier les circuits courts, parce que ce sont les circuits qui sont les plus sûrs. Dans la région, Syrie, Irak, Turquie, Jordanie, vous n'allez pas essayer d'exporter ce pétrole ou ces produits à l'autre bout du monde, que ce soit en Europe ou ailleurs sur les grands marchés pétroliers. Vous n'en avez pas la capacité, vous n'avez pas la logistique, vous n'avez pas les contacts, et c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Ma troisième remarque serait que les compagnies pétrolières ne manquent pas de pétrole. Nous avons un marché pétrolier marqué par un excédent de la production, c'est pour ça que les prix sont très bas. Donc une compagnie pétrolière, aujourd'hui, elle ne va pas se battre pour acheter un pétrole qui est on ne peut plus suspect, elle va aller contacter, c'est dans son intérêt, des acteurs légitimes et légaux du jeu pétrolier mondial, des pays producteurs exportateurs de pétrole, leurs compagnies nationales, d'autres compagnies privées et des négociants ayant pignon sur rue et non pas aller essayer de traiter dans des conditions plus que louches avec des intermédiaires qui auraient été adoubés par Daesh. Dernier point, nous sommes sur des volumes aujourd'hui tellement faibles que, à supposer que les grandes compagnies pétrolières n'aient aucune morale et aucun scrupule, ce que pourrait leur offrir Daesh est aujourd'hui ridiculement faible. Nous sommes sur de grands acteurs pétroliers qui ont besoin de grands volumes, et les grands volumes, on sait où on va les chercher. On va les chercher en Arabie Saoudite, en Russie, et dans des pays producteurs, auprès de la Sonatrach, auprès de la Saudi Aramco, auprès d'autres compagnies pétrolières, Shell, et non pas un groupe qui aujourd'hui n'est plus en mesure d'offrir grand-chose. Dernière question que vous avez posée, Monsieur le Président, concernant l'aspect pétrolier, la Turquie. Il est tout à fait exact que dans un passé, pas si ancien que ça, les autorités turques ont largement fermé les yeux sur différents trafics dans lesquels Daesh était impliqué, pas seulement le pétrole, mais incluant également le pétrole, les produits pétroliers. Comme vous le savez, l'une des faiblesses de Daesh, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et que quand ils en ont, entre guillemets, ils ne les gardent pas puisqu'ils sont en guerre contre tout le monde.
Daesh s'est retourné contre la Turquie, a commis des attentats sanglants en Turquie, ce qui a évidemment conduit les autorités turques à regarder ce groupe avec un œil un petit peu différent, même si je pense qu'aujourd'hui les autorités turques et les services qui dépendent d'eux, les services dans tous les sens du terme, pourraient être encore plus efficaces, mais la Turquie n'est plus aujourd'hui, comme elle l'était il y a quelques années, une des voies principale, je ne dis pas unique, mais principale, de la contrebande par Daesh de pétrole et de produits pétroliers. Aujourd'hui, on est sur un marché encore plus local que par le passé, donc essentiellement Syrie, Irak, un petit peu Turquie, un petit peu Jordanie. Ce n'est plus aujourd'hui une problématique majeure, telle qu'elle a été il y a quelques années. Il y a encore certainement quelques pressions à exercer sur nos amis turcs, et nos amis américains savent très bien leur tordre le bras. Ils ont, dans ce domaine, un peu plus manifestement de pouvoir de conviction que l'Union européenne. Juste, Monsieur le Président, pour compléter un peu juste un ordre de grandeur, si on estime qu'aujourd'hui Daesh dispose en Syrie de 10 000 barils jour, ce qui ne parle pas tellement, c'est quand même l'équivalent de 500 000 tonnes. La consommation de la France, c'est 75 millions de tonnes. Donc c'est vraiment epsilonesque par rapport... Et puis je parle que de la France, j'imagine, en Europe où les besoins mondiaux sont considérables. La traçabilité, juste sans être trop technique, c'est que les grands bruts, les grandes régions... Les brutes ont des caractéristiques. Vous allez parler d'Arabian Light, vous allez parler d'Arabian Heavy, vous allez parler de Kirkuk, vous allez parler de Basra. Tout ça est très connu, même si les champs eux-mêmes, à l'origine, sont un mélange de plein de productions. C'est très connu dans le milieu pétrolier. Quand vous parlez d'un Kirkuk, ben voilà, il y a des caractéristiques en soufre, en densité. On fait même une courbe de distillation pour savoir quel produit on tire. Et il est très facile pour tous les pétroliers doivent, parce que vous savez, ça coûte cher. Et finalement... $1 au baril, c'est énorme sur la marge finale du pétrolier. Donc il est absolument nécessaire qu'on sache exactement ce qu'on achète, hein, en dehors de tout problème Daesh. Et donc cette traçabilité, elle existe, les qualités des différents champs dans le monde entier, que ce soit aussi en Afrique de l'Ouest, le Brent, tout ce qu'on connaît, sont très très connus. Donc la traçabilité, elle est de fait chez nous. La formation des traders. Moi, je me rappelle dans mon plus jeune temps, on nous prenait une fois par an et on avait un QCM ou un monsieur qui se mettait en disant les grands principes de cette société, c'est ça, le respect de ça, de ça, de ça. Et à la fin, il y avait une espèce d'interrogation écrite. Alors maintenant, ça se fait un peu par Internet, avec obligation de réponse des gens. Pour obliger chaque année les gens à aller dans le process de suivi des procédures. On a beaucoup parlé de M. Kerviel et compagnie, mais vous voyez, on est obligé, au cas où il y aurait des envies, de régulièrement assurer la formation de nos gens pour le respect. Alors après, les hommes sont des hommes, mais il y a une volonté très ferme. Et puis, bien sûr, les patrons des bureaux de trading vérifient tout ce qui se passe, les transactions, etc. Mais si vous voulez un exemple de document, je pourrais très volontiers vous le fournir. Très simplement et en complément, écho de ce qui a été dit précédemment, au sujet des recrutements possibles, j'ai voulu volontairement attirer l'attention sur le fait que pas mal de recrutements, y compris dans des pays beaucoup plus éloignés que le Moyen-Orient, pour parler de l'Afrique du Nord en particulier, se faisaient notamment dans les régions rurales pauvres, oubliées, la plupart du temps, des pouvoirs publics et des littoraux, et qui ont eu, comme dans certains pays, l'impression d'être les carburants de révolte, de révolution, de changement, et qui aujourd'hui considèrent qu'ils n'ont pas été écoutés, soutenus, valorisés. Et quand on arrive avec les capacités de donner un salaire dans des territoires où le chômage est considérable, notamment pour des jeunes, les capacités de recrutement sont plus évidentes que dans d'autres milieux territoriaux et sociaux. Deuxième considération autour des drogues, puisqu'une grande partie des productions de drogue sur la planète sont des cultures agricoles, il est apparu à plusieurs endroits que des champs agricoles à l'est syrien, au nord de l'Irak, ont été rasés dans la volonté de interdire la consommation de drogue. Ces zones agricoles rasées n'étaient pas forcément intégralement couvertes
de plantes destinées à une production agricole illicite, pouvaient être aussi des productions agricoles à vocation alimentaire, mais on a rasé sans distinguer, ce qui a pu affaiblir les surfaces agricoles et donc les productions agricoles en tendance. Troisième chose, vis-à-vis des trafics frontaliers, quand bien même les proportions sont différentes, nous avons aussi eu des produits agricoles et céréaliers qui, à travers les frontières, ont pu circuler. J'attire l'attention là aussi sur les volumes que cela peut représenter, à considérer qu'en moyenne, les habitants de cette région du monde consomment 200 kg de pain par an. On a estimé à un moment donné que Daesh contrôlait à peu près 10 millions d'individus sur les territoires où il avait un contrôle. Ça représenterait des besoins d'1 million de tonnes de blé. C'est pas loin d'être la production locale. Ça veut dire que donc les besoins à l'import n'étaient pas forcément colossaux, qu'on avait éventuellement, si la récolte n'était pas trop mauvaise et qu'on voulait monnayer, les capacités d'exporter aussi un peu. Ça veut dire néanmoins en tendance que si la production céréalière et agricole dans ces territoires s'affaisse, ce qui est probable en temps de guerre, ce qui est probable avec les grandes considérations climatiques dans cette zone, 1 million de tonnes de blé, ce n'est pas non plus rien quand on sait que la tonne de blé peut osciller entre 150 et 200 dollars la tonne. À production zéro, ça ferait quand même une facture à l'importation sur un bien alimentaire vital qu'il va falloir financer. Ce qui pose en écho, encore une fois, à la problématique pétrolière, me semble-t-il, en miroir, qui est intéressante. Ma dernière considération serait sur la question du trading, globalement aussi des matières premières agricoles. Il y a des règles qui existent, comme dans l'industrie pétrolière, et beaucoup d'opérateurs, évidemment, sont très vigilants, je me permets de le souligner, vis-à-vis des flux dans ce bassin de consommation important. Deux questions, mais je crois qu'il faut aller assez vite. Vous avez répondu. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos propos et les réponses que vous nous avez déjà amenées, permettre à chacun de mes collègues de pouvoir répondre rapidement. Deux questions très rapidement. Dans le domaine pétrolier, j'ai entendu toutes vos réponses qui m'ont éclairé et en même temps rassuré pour certaines d'entre elles. Mais en même temps, il y a besoin d'expertise humaine dans une industrie comme celle du pétrole, où Daesh te fournit, j'allais dire là, en matière humaine et en expertise. Et en même temps, est-ce que c'est une expertise qui peut venir hors du territoire syrien ou du territoire irakien, c'est-à-dire des recrutements qui peuvent se faire, ingénieurs ou autres, dans les pays occidentaux? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Deuxième question qui concerne là plutôt la question agricole. Ça peut valoir aussi en termes d'expertise agricole de la même manière. Mais vous avez évoqué la question du blé, il y a aussi la question du coton et de sa transformation, et donc l'arrivée là de produits transformés éventuellement sur le territoire européen. Est-ce que vous pourriez là aussi nous donner quelques éléments? Et en même temps, sur cette transformation des produits alimentaires, une taxation, d'après ce que nous a dit, qui s'opère, j'allais dire, ou qui est prise par Daesh. Est-ce que c'est des choses qui ne rentrent pas là, qui ne sont pas un élément d'impopularité pour Daesh, et en même temps d'affaiblissement des producteurs locaux? Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, j'ai 3 inscrits à qui je propose de poser de manière brève leurs questions afin que les réponses puissent être à minima consignées dans le compte-rendu de la commission, même si par ailleurs un certain nombre d'entre vous souhaitent quitter la séance entre maintenant et 18h20, heure à laquelle le scrutin sera clos à la salle de bronze. Voilà. Premier intervenant inscrit, M. Frommion, ensuite M. Bapt, puis M. Breton. Oui, merci. Vous avez en grande partie répondu à mes questions qui touchaient au pétrole libyen, donc ça va être court. Qui exploite le pétrole en Libye? C'est l'Italie, c'est l'INI, quelles sont les compagnies qui exploitent le pétrole en Libye? Et question adjacente, est-ce que le fait que ce soit une exploitation conduite par un pays européen, je pense à l'Italie notamment, est-ce que c'est ça qui a freiné l'enthousiasme de ceux qui disaient que pour ramener les Libyens à la raison, on pourrait
imaginer un embargo pétrolier, puisqu'on sait que la Libye était extrêmement dépendante de la ressource, de la rente, on va dire, de la rente pétrolière. C'était comme ça sous Kadhafi, ça ne s'est pas amélioré depuis. Voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait des liens très particuliers entre des pays européens, je pense à la Libye, c'est pas le seul, et le pétrole libyen fait que l'idée d'un embargo n'a jamais été une idée qui a vraiment prospéré? Merci. Monsieur Bapt. Oui, Monsieur le Président. Je souhaite poser une question à Monsieur Duzeux concernant le pétrole. La question, est-ce que la Turquie a des capacités de raffinage, puisque ce pétrole qui arrivait par voie de citerne vers la Turquie, pouvait-il être transformé en Turquie, ou est-ce que c'était vraiment pour un raffinage préalable sommaire et qui pouvait être utilisé dans des véhicules déjà. Bon, par ailleurs, en ce qui concerne la Turquie, les Kurdes syriens ont trouvé dans le poste frontière de Shadadeh, qu'ils ont repris à l'État islamique récemment, des factures en tête du ministère du pétrole de l'État islamique, et qui étaient facturées aux citerniers, aux transporteurs. Donc on ne pourra pas trouver de relation directe, bien sûr, mais ça ramène quand même à ce que vous disiez tout à l'heure, que ça devient artisanal, parce que là je vois Daesh a vendu 383 barils du champ pétrolier de Kabiba pour 5 000 $, soit 13 $ le baril. Il casse les prix un peu. Voilà, mais c'était surtout, est-ce que la Turquie avait possibilité de raffiner, c'est-à-dire que ensuite ça a échappé au contrôle dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Duzeux. La question concernant le blé sera très courte. Est-ce qu'il y a des importations de blé vers la Syrie à l'heure actuelle, j'entends côté gouvernemental, venant d'Europe, ou est-ce que c'est concerné par l'embargo? Merci. Monsieur Breton, puis Monsieur Faure. Merci, Monsieur le Président. Oui, deux questions. La première, sur la production agricole, quelle est la part, le ratio de la consommation, de l'autoconsommation, et la part d'exportation, et cette exportation, par quels circuits commerciaux passe-t-elle? Et le deuxième point, au niveau de la drogue, c'est pour bien entendre, est-ce qu'il y a une production ou non de drogue et une commercialisation, et à quelle hauteur à ce niveau-là? Merci. Monsieur Faure. Oui, merci Monsieur le Président. Merci d'abord à tous les cinq de votre présence, et vous dire que même si ça ne va pas être au compte rendu, enfin, c'est la première audition depuis bien longtemps où on apprend des choses et où vous avez une évaluation qui vous est propre de ce qui de ce face à face que nous avons avec Daesh. Et ce sera au compte rendu, Monsieur le député, car nous sommes en direct. Donc alors c'est au compte rendu. Bon, votre appréciation a été largement partagée, largement diffusée. Tant pis pour les autres, mais enfin effectivement, ça sera partagé. Simplement, je vous ai trouvé du coup extrêmement rassurant par rapport à ce que nous entendons habituellement. Quand on additionne l'intervention de M. Brizard, qui nous dit en gros que les capacités financières de Daesh correspondent à sa capacité d'autofinancement, qu'il y a peu de dons extérieurs, qu'on a relevé peu de donateurs privés, que vous-même, messieurs Perrin et Duzeux, vous expliquez derrière que cette capacité de production est en baisse très sensible et que nous sommes aujourd'hui à 10 000 barils jour, que c'est infinitésimal, que la traçabilité des produits pétroliers de Daesh est assurée et que donc il est très difficile pour eux aujourd'hui de vendre leur production à travers le monde. On a envie de dire, l'extinction progressive de Daesh est annoncée et même, elle est même en réalité proche, si on vous suit, parce que si on prolonge les courbes, on va très vite tomber sur une incapacité à se mouvoir, à alimenter ses propres combattants, à alimenter ses propres populations. Et si on continue avec ce qu'a dit M. Abyss, derrière toutes ces insuffisances sur le plan pétrolier et de la logistique, etc., vont conduire inévitablement à des difficultés sur le plan alimentaire. Et donc ces populations qui se sont laissées séduire par Daesh dans un premier temps devraient se retourner inévitablement contre Daesh là aussi, puisque les mêmes mots devraient amener les mêmes résultats. Donc moi je voulais juste que dans cette touche finale que vous avez donnée dans vos interventions, que vous me disiez un peu quelle est la perspective que vous fixez et si au fond vous partagez
ce point de vue que vous avez laissé sous-entendre que la fin de Daesh est proche et qu'en réalité, nous sommes face à une organisation qui est déjà agonisante. Merci, messieurs. Vous avez une rafale de questions. Donc faites votre marché, si vous voulez bien. On va Monsieur peut-être Duzeux. se partager avec M. Perrin. Sur votre dernière question, qui est assez fondamentale, je trouve, je crois que le grand changement, d'après tous les experts, tous ceux qu'on a vus, qui connaissent le terrain et qui vont régulièrement en Irak, par exemple, ou qui connaissent bien la Syrie, le grand changement, c'est qu'au départ, les bombardements, et en particulier les Américains, ne voulaient pas toucher au pétrole. Parce qu'en cas de reconstruction et de redémarrage, c'est quelque chose de tellement stratégique que si vous détruisez tout, il faudra 2 ans, voire plus, pour redémarrer le pays. Donc il y a eu, dans un premier temps, et ça c'était valable jusqu'à, je pense, septembre l'an dernier, et puis là il y a eu un changement, compte tenu peut-être, je ne sais pas, des attentats, du climat général. Il y a eu un changement de politique, où on a été, les Russes, oui, il y a eu un changement de politique, où là ils se sont dit, non, il faut que j'aille bombarder, et là on a vu vraiment un changement. Je crois que c'est vraiment. Il faut demander aux militaires, mais pour moi, c'est l'explication principale. Et je crois qu'il faut faire attention, mais les ressources ont considérablement baissé, et nos adhérents, tous ceux avec lesquels on discute, nous ont confirmé ce point. Donc on peut être optimiste. Je voudrais dire une chose sur ça. Faut faire attention avec les estimations que l'on manie. Les dernières estimations du CENTCOM, donc du Central Command américain, qui datent du 1er avril, donc il y a 4 jours de cela, sont au-dessus de celles qui ont été données tout à l'heure de 10 000 barils par jour. Donc je crois qu'effectivement l'évolution, on l'a compris, va à la baisse générale des revenus, en particulier des revenus pétroliers, mais Daesh a encore la capacité d'abord d'entretenir ce territoire, cette population malheureusement, et surtout son armée. La vraie question, c'est celle que vous avez posée, je crois, monsieur le rapporteur, monsieur le président, ça concerne la pression fiscale en réalité, l'impopularité qui sera celle de Daesh, effectivement, à force de jouer sur ce levier finalement de l'extorsion pour saigner à blanc des populations locales qui sont déjà dans une situation de dégradation générale, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Maintenant, si on regarde la viabilité du modèle économique et de l'État islamique, on se rend compte de quoi? Quand on regarde notamment les budgets des provinces que contrôle Daesh, si on les rapporte au budget de ces provinces avant 2014, on est, même avec le budget de Daesh, on est largement en dessous de ce qui serait nécessaire pour faire vivre ces populations dans des conditions satisfaisantes. Donc on sait qu'à terme, évidemment, à moyen ou long terme, cette organisation, sur le plan financier, n'a pas d'avenir en tout cas. Je commence également par cette question, la fin de Daesh. L'affaiblissement de Daesh en Syrie et en Irak est une certitude. Sur ce qui concerne le front pétrolier, il y a une forte baisse de la production qu'il contrôle, des exportations et des revenus. La dernière estimation chiffrée donnée par le commandement central CENTCOM, donc US CENTCOM aux États-Unis, était de l'ordre de 30 000 barils par jour de production pétrolière Syrie et Irak, tout compris, début 2016, en sachant que depuis, la poursuite de l'opération Tidal Wave 2 a continué à dégrader cette capacité. Ils n'ont pas donné effectivement de chiffres plus récents, ils le feront dans quelques temps, ça demande évidemment un petit peu de temps pour quelques vérifications, mais ce sera très certainement en dessous. Donc ça devient vraiment extrêmement faible. Et par rapport aux 3 usages du pétrole que j'évoquais, l'effort de guerre, la fourniture de produits pétroliers aux populations et l'exportation en dehors des zones contrôlées par Daesh, évidemment, pour un groupe comme Daesh, le premier élément est le plus important, c'est poursuivre cet effort de guerre, quitte à sacrifier le reste, avec les problèmes que cela peut poser vis-à-vis des populations. Puisque Daesh prétend être un État islamique, donc je m'occupe des besoins de la population, la chute des revenus pétroliers et toute la production des exportations. Mais évidemment, le modèle économique de Daesh a rude épreuve, même si, nous l'avons tous rappelé, ce modèle économique est diversifié et ne repose pas uniquement sur le pétrole, mais c'est quand même un élément très important. Donc, pour répondre à votre question, monsieur le député, je pense personnellement que la fin de Daesh en tant qu'entité politico-militaire ou militaro-politique contrôlant de façon durable des territoires et des populations en Syrie et en Irak, cette fin est à notre portée.
Cela ne voudrait pas dire, il faut parler conditionnel, la fin Daesh comme groupe terroriste. Ça ne voudrait pas dire la fin Daesh en termes de pouvoir d'attraction, etc. Mais la spécificité de ce groupe, c'est qu'il dit, moi je ne suis pas un groupe terroriste, je contrôle des populations, je contrôle des territoires de façon durable, j'organise, j'ai des ministères, j'ai des départements, je réponds à certaines fonctions, et donc je suis unique. Et évidemment, ce caractère unique, entre guillemets, lui permet un impact direct sur son attractivité. Un certain nombre de personnes et de flux financiers vont vers ceux qui sont les plus forts, ceux qui montrent qu'ils sont capables d'occuper, de tenir un territoire. Donc la fin possible, et pas forcément si éloigné que ça, de ce modèle-là, serait évidemment un coup très dur porté à cette organisation, y compris en termes de communication et de propagande, même si ce ne serait pas la fin de Daesh, évidemment, dans la totalité de ces aspects. Monsieur le rapporteur avait une question sur l'expertise humaine. Vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur, de rappeler que l'industrie pétrolière, monsieur le président de l'UFIP ne me contredira pas, est une industrie dans laquelle on a besoin de travailleurs qualifiés. C'est très clair. Alors, d'où viennent ces qualifications? Trois aspects. Premièrement, dans certains cas, en prenant le contrôle d'actifs pétroliers, Daesh a également pris le contrôle des personnels syriens et irakiens qui étaient là. Parfois, ils avaient pu fuir, parfois, ils étaient encore sur place. Et Daesh leur a dit, vous restez sur place et maintenant, vous travaillez pour moi, vous changez de patron. C'est une offre qu'on ne refuse pas, évidemment, de la part de Daesh, pour des raisons évidentes. La deuxième source de compétences, ce sont des compétences internes au mouvement, à l'organisation Daesh. Il y a quand même, malheureusement, beaucoup de monde à Daesh, et donc une diversité de compétences, avec un certain nombre de compétences pétrolières insuffisantes, mais elles existent, il ne faut pas les sous-estimer. Et le troisième élément que vous avez également évoqué, monsieur le rapporteur, dans votre question, en parlant de recrutement. Daesh a un département ressources humaines très efficace, très professionnel, et ils essaient effectivement de démarcher certaines personnes dans des pays étrangers, y compris occidentaux. Alors ils ne le font pas, évidemment, à l'aveugle. Ils vont essayer de repérer au sein d'acteurs pétroliers des personnes qui, par leur nom, leur origine, ce qu'ils savent d'eux en termes religieux, dont ils se disent ils pourraient être proches de nous. Et ils peuvent se tromper, évidemment. Et heureusement, dans un certain nombre de cas, ils se trompent. Mais nous savons, effectivement, qu'il y a des approches directes par un certain nombre, évidemment, de filtres interposés. Ils ne font pas, bien sûr, des offres d'emploi dans la presse en disant « Daesh recrute », mais il y a des approches directes par ce département des ressources humaines où on dit « On vous offre une bonne carrière et un bon salaire en Syrie, en Irak, il y a beaucoup de soleil, ce sont des pays intéressants ». Cela existe, il y a effectivement ces approches directes. Donc il y a ces trois réponses à votre question. Qui exploite le pétrole en Libye, posée par un député. D'abord, la compagnie pétrolière nationale en Libye, la National Oil Corporation, NOC, comme dans tous les pays membres de l'OPEP, il y a une compagnie pétrolière nationale qui joue un rôle extrêmement important. Là où c'est un peu compliqué avec la Libye, c'est qu'avant il y en avait une, maintenant il y en a deux. Il y a la NOC traditionnelle qui est basée à Tripoli, et puis, comme vous savez qu'en Libye, il y a jusqu'à l'accord tout récent, mais il faut encore voir la mise en œuvre sous égide de l'ONU, il y a le pouvoir de Tripoli, puis il y a le pouvoir de l'Est, Tobrouk, etc. Donc, ce pouvoir de l'Est a créé une deuxième NOC, il lui a donné le même nom pour simplifier les choses, évidemment, et rendre les choses très claires pour les milieux pétroliers, en disant, moi aussi, j'ai ma compagnie pétrolière nationale, donc venez acheter mon pétrole, qui n'est pas le pétrole de Tripoli, etc. L'accord de paix négocié sous égide des Nations Unies prévoit que la NOC numéro 1, celle de Tripoli, est celle qui est vraiment reconnue par la communauté internationale. Les résolutions du Conseil de sécurité sont très claires là-dessus. Les États-Unis, par exemple, continuent à ne reconnaître que la NOC numéro 1, donc qui est quand même l'acteur pétrolier encore essentiel en Libye, en termes d'exploitation pétrolière et gazière. Il y a évidemment des acteurs étrangers. Le groupe pétrolier Eni, qui est le plus important acteur pétrolier étranger en Libye, la compagnie pétrolière espagnole Repsol, le groupe français Total, très bien implanté en Libye depuis longtemps, des compagnies américaines comme Occidental Petroleum, des compagnies allemandes, autrichiennes. Donc il y a beaucoup de monde en Libye, sauf qu'évidemment, pour des raisons de sécurité, quasiment tout le monde s'est retiré en gardant ses permis, et aujourd'hui c'est vraiment la compagnie pétrolière nationale qui est sur le front pétrolier et gazier dans l'ensemble du territoire. Mais les compagnies étrangères sont parties temporairement pour des raisons de sécurité. Elles espèrent revenir lorsque les conditions sur le terrain, évidemment, le permettront. Sachant que, sans
Oui, tout à fait. Contrôle des champs pétroliers plus vastes que la deuxième. Absolument. Tout à fait. Parce qu'elle a justement l'avantage de cette antériorité historique. La deuxième arrive, mais un petit peu tard. Elle veut se faire une place au soleil, mais dans le domaine du pétrole, cela prend du temps, cela ne se passe pas comme ça. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Pourquoi pas un embargo contre le pétrole libyen? Eh bien parce que justement, le rôle de Daesh en termes pétroliers aujourd'hui, encore heureusement, est faible, et qu'il n'y aurait pas de raison de la part des pays européens ou des États-Unis d'imposer un embargo sur l'ensemble du pétrole libyen. La Libye est une économie monoproduit. Si on enlève le pétrole et le gaz, toute l'économie s'écroule. La Libye a suffisamment de difficultés sans que l'on impose encore un embargo sur tout le pétrole libyen, alors que Daesh ne contrôle pas aujourd'hui ce pétrole libyen. Il y a eu par le passé un embargo contre le pétrole libyen, un embargo occidental, qui était lié à l'affaire de Lockerbie, etc. Mais cet embargo a été levé dans les années 2000. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de le rétablir dans l'état actuel des forces et des forces et du positionnement de Daesh en Libye. Il y a des raffineries en Turquie, bien sûr. Est-ce qu'une partie du pétrole brut contrôlé par Daesh et passant par différents intermédiaires a pu être raffiné en Turquie dans le passé? Probablement. Aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus vraiment un véritable problème pour les raisons que nous avons évoquées. Voilà un petit peu les réponses aux différentes questions qui impliquaient donc une forte dimension pétrolière. Merci beaucoup. Oui, brièvement par rapport à des questions qui ont été posées. D'abord, les productions de coton sont historiquement importantes dans l'Est syrien, donc on est en droit de considérer qu'avec les contrebandes, les trafics informels et les circuits non officiels du coton aient été exportés notamment vers la Turquie, qui est un grand pays de transformation et de textile. Ça pour répondre sur la question du coton. Sur la question plus commerciale, aujourd'hui vous avez environ 50% de la consommation alimentaire tant en Syrie qu'en Irak qui provient de l'importation, qui provient des marchés internationaux. Une calorie sur deux consommée dépend de la production à l'étranger. C'est notamment vrai en céréales et dans le cas des céréales plus spécifiquement, la Syrie depuis plusieurs années fait venir son blé, son orge, son maïs auprès des origines de la mer Noire, ukrainienne et russe. Russe de plus en plus, sachant que ces deux pays, ces deux origines céréalières sont montées en puissance ces dernières années, tant en termes de production qu'en termes d'exportation. Et que le goût pour les mers chaudes de ces productions et de ces pays concerne bien évidemment les céréales, à plus forte raison, encore une fois, que l'Afrique du Nord et le Proche-Orient sont les grandes régions importatrices de céréales de très loin sur la planète. J'attire l'attention sur le fait que ces achats, quand bien même en Syrie nous avons encore un office public, le Hoboub, ces achats sont le fruit aussi d'opérations où opèrent des compagnies céréalières privées. Le blé importé en Syrie encore aujourd'hui ne porte pas un drapeau d'un pays. On est d'une origine géographique, mais l'opération, tant logistique, financière, maritime, s'effectue par des opérateurs privés tout au long de la filière. Et puis ma dernière considération concerne la question un peu plus prospective qui a été posée, monsieur le député, sur les impopularités potentielles et les affaiblissements derrière en conséquence pour Daesh. Prolongeant aussi ce que a très bien dit monsieur Perrin, les temps seront longs, il y aura des temporalités à respecter. Maintenant, l'impopularité de mettre des taxes sur les productions agricoles ou sur les biens alimentaires, Daesh peut aussi très bien, dans sa logique, toujours de s'inscrire dans un projet d'État, considérer qu'à contrario, il va devoir racheter ces populations locales pour préserver de la clientélisation à long terme et que peut-être il va reconsidérer avec plus d'attention les questions alimentaires et agricoles. À plus forte raison si les moyens de cet État ont diminué à cause des raréfactions des possibilités de production et d'exportation de pétrole. Sur cette impopularité, néanmoins, à contrario, on peut aussi observer sans doute avec
le plus grand intérêt stratégique, le fait que des pays dans cette région du monde qui ont un rôle sur le théâtre conflictuel cherchent par leurs moyens financiers à peut-être acheter davantage de produits alimentaires et céréaliers que leurs propres besoins nationaux afin de le redistribuer dans ces pays du voisinage et ainsi acheter des alliances locales auprès de communautés, auprès de groupes, auprès de certains territoires. L'histoire nous l'a enseigné et j'aime à croire que l'histoire souvent se répète, notamment sur ces problématiques alimentaires. Et puis pour terminer, je dirais aussi que la fragilité locale potentielle de Daesh avec les dynamiques décrites ne doivent pas masquer une séduction plus lointaine qui se maintient auprès de populations vulnérables, qui ne sont pas forcément uniquement les populations en Europe, mais de plus en plus aussi des populations sur le continent africain, et que la résilience de ce groupe peut aussi être questionnée entre sa faiblesse locale face aux frappes, face aux difficultés, et en même temps sa capacité de séduction qui se maintient visiblement dans des territoires plus lointains que le seul théâtre syrien et irakien. Merci. Aucun d'entre vous n'a quoi que ce soit à ajouter? Non. Monsieur Faure, pas de questions rentrées à ce stade? D'al-Qaïdaïsation de Daesh et qu'en fait on est en train de se rapprocher en termes d'organisation. Enfin, en tout cas, si on poursuit à plus long terme, on peut effectivement se trouver avec deux organisations de type un peu comparable, avec le même type d'attraction sur les populations dites vulnérables et avec effectivement un ennemi plus difficile à cerner aussi. Mais voilà, enfin en tout cas, merci pour ces interventions extrêmement précieuses. Merci, monsieur le député. Messieurs, merci de votre présence et de votre participation à nos travaux. Je lève la séance.